J'ai acheté 122 biens immobiliers au cours des 8 dernières années pour un petit peu plus de 12 millions d'euros de valeur foncière. Un parc immobilier qui n'était pas tel quel. Au moment où je l'ai acheté, je l'ai analysé, je l'ai pensé, je l'ai retravaillé, je l'ai transformé. Parce que oui, l'immobilier c'est un sport et comme tous les sports, on va dire que c'est un petit peu tout le temps la même chose. Mais d'un autre côté, c'est jamais vraiment pareil. Et même après en avoir acheté beaucoup, à chaque opération, j'ai l'impression d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose que je ne savais pas, même si il est vrai que le sous-jacent, les principes de base restent les mêmes et ont parfois même tendance à être oubliés. Alors au cours des derniers jours, je me suis posé plusieurs heures pour réfléchir à une version la plus synthétique possible de tout ce qu'il y a à savoir pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer. Une version synthétique que j'ai articulée autour de 3 principes clés et fondamentaux, quel que soit ce que vous vouliez faire dans l'investissement locatif. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Principe numéro 1, dans l'immobilier, on s'enrichit grâce à la dette. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif de se dire que quand on contracte des dettes, et bien en fait on devient de plus en plus riche. Mais dans l'immobilier, c'est très vrai. Pourquoi? Parce que quand vous achetez un actif beaucoup plus classique, n'importe quoi, une action de l'entreprise Air France en bourse par exemple, et bien en fait pour calculer la rentabilité de votre placement, ce qui vous amène à dire qu'à la fin de l'année, vous avez gagné ou vous valez un petit peu plus qu'au début de l'année. C'est un calcul très simple de l'augmentation de la valeur sur l'année divisé par le prix d'achat initial de votre actif, le tout multiplié par 100 et ça va vous donner une rentabilité pour ce qui est de l'action Air France, je ne sais pas, entre 3, 4, 5, 6% peut-être dans les meilleures années. Et ça, c'est la rentabilité de votre capital. Si vous avez mis 1 euro là-dedans, et bien vous aurez fait 4% de croissance sur 1 euro. Mais dans l'immobilier, c'est pas exactement pareil. Tout d'abord parce qu'on gagne de l'argent via 2 leviers. Le premier, c'est via les loyers que vous allez encaisser chaque mois pour le fait de détenir votre bien immobilier et de le mettre en location. Et le deuxième, c'est le même que pour notre action Air France, c'est l'appréciation de la valeur. J'ai acheté 100 000 euros au 1er janvier 2025 et mon appartement vaut 120 000 euros au 31 décembre 2025 parce qu'il est bien placé, parce que je l'ai rénové, parce que je l'ai découpé. Peu importe la structure que vous avez utilisée, en tout cas, il vaut plus à la fin de l'année que ce qu'il valait au début. Et alors ça, quand vous avez des mecs sur internet qui vous disent que pour calculer le rendement d'un bien immobilier, on fait les loyers multipliés par 12 divisé par le prix d'achat de votre bien, le tout multiplié par 100, et bien en fait ça, ils calculent uniquement la rentabilité locative. C'est-à-dire uniquement l'argent qu'ils vont gagner, le rendement qu'ils vont générer grâce au loyer qu'ils vont encaisser. Mais si on veut être un petit peu plus précis, il faut rajouter la plus-value que vous allez générer. Et parfois, quand vous aurez fait des jolis travaux, quand vous aurez transformé votre bien, quand vous aurez divisé la surface et donc augmenté la pondération par mètre carré, votre bien vaudra plus dès la fin de vos travaux par rapport à ce que vous l'avez payé initialement. Je vous donne un exemple concret. Admettons que vous achetiez un appartement pour 100 000 euros. Que celui-ci il a besoin d'être rénové et que vous allez rajouter 50 000 euros de travaux à l'intérieur pour qu'il soit rénové à neuf. Eh bien, il est tout à fait possible et d'ailleurs, il faut, si vous faites un investissement immobilier qui est intelligent, qui est stratégiquement pensé, qu'à la fin de votre programme de travaux, ce qui vous a coûté 100 plus 50, ça vaille 170. 180, 200 000 euros. Ce qui veut dire qu'avec l'immobilier, on peut créer de la valeur. Là où vous ne pourrez pas le faire avec les marchés financiers, ni avec les obligations, ni en achetant de l'or, ni en achetant du bitcoin, bien évidemment. Cette création de valeur, c'est même le propre, c'est le travail, je dirais, le cœur du réacteur d'un investisseur immobilier, puisque c'est grâce à ça qu'il va pouvoir créer une décorrélation entre son niveau de dette et son niveau d'actif. Pensez, l'actif, c'est ce que vous valez, le passif, c'est ce que vous devez. Mais alors, à ce moment-là, même si on additionne le montant du loyer, qu'on met plus le montant de la plus-value latente qu'on a générée à l'intérieur de notre bien, qu'on divise ça par le coût d'achat, le tout multiplié par 100, on tombe sur ce qu'on appelle la rentabilité patrimoniale, c'est-à-dire la rentabilité totale de votre placement immobilier en tant qu'actif immobilier, l'addition en fait de tout ce que vous a rapporté votre bien, à la fois les loyers et à la fois la plus-value que vous avez générée. Mais là, on n'est toujours pas sur une rentabilité qui est comparable à celle de l'action Air France, dans mon exemple toujours le même, puisque dans l'immobilier, quand on veut acheter quelque chose à 100 000 euros, bien souvent, on ne met pas 100 000 euros sur la table. Dans des conditions de crédit classiques, pour obtenir 10, il vous faudra mettre 1. Ce qui veut dire que pour acheter 100 000 euros d'immobilier, vous aurez besoin de mettre 10 000 euros de votre poche sur la table. Et grâce à l'effet de levier bancaire, le fait que la banque vous prête la somme aujourd'hui et vous permette de rembourser petit à petit pendant
20 ans, pendant 25 ans, pendant 15 ans, ça va vous permettre d'avoir un effet exponentiel sur votre rentabilité parce que si on la calcule véritablement pour qu'elle soit comparable, vous avez 10 000 euros que vous avez mis sur une action, vous avez 10 000 euros que vous avez mis dans l'immobilier, et bien en fait, la vraie formule, c'est celle-ci. Le montant des loyers mensuels multiplié par 12 pour les 12 mois de l'année, plus la plus-value latente qu'il y a à l'intérieur de votre bien qui est générée sur cette année-là, le tout divisé par le montant que vous avez dû mettre sur la table, dans notre exemple 10 000 euros, multiplié par 100, et là, vous aurez la vraie rentabilité brute de votre investissement immobilier. Prenons un exemple concret et chiffré. On reprend toujours mon appartement à 100 000 euros sur lequel j'ai mis 10 000 euros pour la table pour l'acheter. Admettons qu'il me rapporte 700 euros de loyer multiplié par les 12 mois de l'année, ce qui nous fait 8 400 euros de gain. Ajoutez à ça de la plus-value latente et pour la calculer, il va falloir l'annualiser. En moyenne, un Français, quand il achète un bien immobilier, il le détient pendant une durée de 7 ans, ce qui veut dire que classiquement, en tant qu'investisseur, on sera plutôt sur une durée de 5 ans environ, puisqu'un jour, il faudra qu'on arbitre. Et admettons que j'ai généré 20 000 euros de plus-value latente grâce à mes travaux et à ma rénovation. On va donc faire 20 000 divisé par 5 pour 5 ans, ce qui rajoute 4 000 euros à la balance, plus les 8 400 euros préalablement calculés. Ça veut dire qu'on a gagné en moyenne annualisé 12 400 euros avec notre appartement. On va ensuite diviser ça par le coût de revient de notre placement immobilier. Dans mon exemple, 10 000 euros. On va multiplier le tout par 100 et ça nous donne 124% de retour sur capital. Donc oui, en termes de rentabilité, on est très au-dessus de tout ce que vous pouvez faire dans n'importe quelle catégorie d'actifs. Alors certes, là-dessus, il faudra retrancher les taux d'intérêt bancaires, il faudra retrancher les différentes charges que vous pouvez avoir dans l'immobilier. Même si vous voulez, on peut retrancher la taxe foncière, les impôts, etc. etc. Même si on enlève 50% de tout ça, ça fera toujours quand même plus de 60% de retour sur capital et ça, c'est le principe fondamental, peut-être le plus clé à comprendre dans l'immobilier. Principe numéro 2, dans l'immobilier, il est possible de s'endetter continuellement. Beaucoup de gens ont la croyance que quand on fait de l'immobilier locatif à effet de levier, on va pouvoir acheter une fois, 2 fois, 3 fois et après on va être bloqué par notre taux d'endettement et on ne pourra plus. Il n'y a aucun moyen de déplacer ce plafond de verre. Alors même si on passe par une structure professionnelle dont on a déjà abordé les notions dans d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube et que du coup nous ne sommes pas soumis au fameux 33 d'endettement, au bout d'un moment on est bloqué et on ne peut rien faire. Ça en fait les amis, c'est complètement faux. La banque c'est un gestionnaire de risque, donc elle met en balance deux choses. D'un côté, vos actifs, c'est-à-dire ce que vous valez, qui est la somme de vos revenus prédictibles sur les prochaines années, plus l'actif immobilisé que vous avez à l'intérieur d'éventuels biens immobiliers, plus les actifs mobilisables, ce qu'on appellera les liquidités. Et en balance de ça, elle peut mettre un certain montant de dette qu'on va appeler du passif. La banque, elle doit respecter un certain nombre de quotas et plus votre actif est élevé, plus elle pourra vous prêter, plus votre passif est faible, plus elle pourra également vous prêter. Imaginez un élastique qui peut se tendre et se détendre entre ces deux valeurs et où la banque doit faire en sorte qu'il soit le plus tendu possible, en tout cas qu'il ne se détende pas trop, ce qui voudrait dire que vous devez autant que ce que vous valez et c'est exactement le but dans l'immobilier de ne pas se retrouver dans ce genre de configuration. Admettons maintenant qu'on décide de tracer une courbe qui va comparer d'un côté la valeur, d'un autre côté le temps qui va passer au sein de votre parcours immobilier. Admettons qu'on fait le temps en années et la valeur par exemple en kilo-euros. Comme je vous l'ai expliqué, la banque elle compare le volume d'actifs que vous avez par rapport au volume de passifs. Si on fait la synthèse de votre volume d'actifs, c'est-à-dire ce que vous valez, on va avoir tout d'abord le montant de votre salaire qui va vous apporter à un certain niveau. Ajoutez à ça ce qu'on va appeler les actifs immobilisés, c'est la plus-value latente que vous avez dans vos biens immobiliers par exemple, ce qu'on appelle le stock foncier. Ajoutez à ça les actifs mobilisables, c'est l'argent que vous avez directement sur votre compte bancaire qui est bien aussi une volumétrie qui sera pris en compte par la banque et ce qui va nous donner un niveau où normalement si chaque année vous avez une augmentation si vous êtes salarié ou si vous augmentez votre rémunération si vous êtes chef d'entreprise, admettons que votre courbe commence à ce point-là, vous êtes censé avoir une courbe légèrement croissante vers le haut. D'un autre côté, en termes de modélisation, la banque, elle va vous prêter de l'argent pour acheter votre maison, pour acheter une voiture, etc., etc. Elle va s'assurer que le volume de dette soit toujours inférieur à ce que vous valez, raison pour laquelle la courbe rouge sera toujours en dessous de la courbe noire que je vais vous tracer. Et normalement, au fur et à mesure du temps, vous allez avancer, vous allez rembourser du capital et donc cette courbe rouge
qui symbolisera le passif, elle aura tendance à baisser vers le bas, ce qui va vous permettre tout simplement d'augmenter l'écart entre votre volume d'actif et votre volume passif, ce que vous valez par rapport à ce que vous devez encore une fois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un scénario où je suis un investisseur immobilier qui a la volonté d'emprunter parce que j'ai compris avec les vidéos de Tim que c'était la clé pour pouvoir s'enrichir rapidement. J'ai donc, comme tout à l'heure, mon volume d'actifs et où je vais décider d'acheter un bien immobilier qui va me rapporter des loyers et si j'ai bien bossé, il va aussi me rapporter de la plus-value latente, ce qui veut dire que instantanément, mon volume d'actifs, hop, va monter sous forme de marche d'escalier. Dans un temps à peu près synchrone, mon volume de dette qui lui est juste en dessous va du coup lui aussi monter avant de repartir à la baisse au fur et à mesure du capital que je vais rembourser avec le temps. Et donc cette marche d'escalier, je vais arriver à la faire 2 fois, arriver à la faire 3 fois et à chaque fois mon volume de dette va remonter aussi vers des plus hauts avant de redescendre. L'écart que vous avez ici entre vos actifs et vos passifs, c'est notre fameux escalier. C'est celui que la banque va mesurer en tout temps et à chaque instant afin de vérifier qu'il est supportable, c'est-à-dire que la charge de la dette ne soit pas trop lourde pour vous. En tout cas, si elle était trop lourde, ça représenterait un risque que la banque n'est pas forcément prêt à prendre. Dans notre scénario, admettons qu'à la fin de l'équation, je décide de réaliser un investissement immobilier qui me fait légèrement augmenter mon volume d'actifs, mais que par contre, je paye cette dette plus cher parce que plus de taux d'intérêt, que j'achète moins bien, peu importe. Le volume de dette, lui, va augmenter très fortement et ce qui veut dire que mon élastique situé entre les deux va énormément se réduire. Résultat des courses, comme il s'est énormément réduit, je ne peux plus emprunter. Je suis bloqué puisque pour la banque, l'élastique n'est pas assez tendu, il n'y a pas assez de distance entre ce que je vaux et ce que je dois. Raison pour laquelle vous allez faire une banque, 2 banques, 3 banques, 4 banques et les 4 banques vont dire bah non, monsieur Moiron, on ne peut pas vous prêter parce que pour nous, il y a trop de dettes par rapport à votre actif. Maintenant, admettons que vous vous lanciez dans une décision d'arbitrage. Ce qui va se passer, c'est que ce que vous valez ne va pas bouger puisque la banque en déduit le passif. Maintenant, plusieurs solutions s'offrent à vous pour continuer d'emprunter dans cette configuration. Solution numéro 1, la plus facile, je vais trouver une solution pour augmenter mes revenus et les envoyer vers le ciel. Créer une activité en parallèle de mon travail, avoir une augmentation, mieux négocier mon poste, bref, n'importe quelle façon d'avoir une rentrée d'argent, un héritage, que sais-je. Le volume de dette, lui, continuera à descendre car je rembourse le capital grâce au loyer de mes locataires et donc petit à petit, en laissant du temps, l'élastique va se retendre et je pourrai à nouveau emprunter pour aller vers chercher les plus hauts. Maintenant, admettons que je n'ai pas la possibilité d'augmenter mes revenus actifs, je vais avoir la possibilité d'arbitrer mon patrimoine, c'est-à-dire de vendre une partie de ce que j'ai qui va mécaniquement me faire baisser mon volume d'actifs, transférer de l'actif immobilisé en actif mobilisable qui a plus de valeur aux yeux de la banque et ça va également me faire baisser mon volume de dette. Si la proportion entre les deux est positive, ça va me permettre mécaniquement de retendre l'élastique et derrière de repartir aller chercher des nouveaux montants de loyer plus importants, idem qu'en levant de la dette et en conservant un écart entre ce que je vaux et ce que je dois qui lui est constant par rapport à cette situation. Principe numéro 3, pour gagner dans l'immobilier, il faut créer de la valeur. Alors oui, c'est vrai, on peut acheter de l'immobilier clé en main, où on n'a rien à faire, où on ne fait aucune transformation. Grosso modo, tout est prêt, l'appartement il est nickel, il y a déjà le locataire à l'intérieur, etc. Mais ça, c'est la certitude d'acheter un bien qui vaut 200 000 euros à 200 000 euros et non pas moins cher. Notre objectif, quand on fait de l'immobilier locatif sur le plan opérationnel, c'est d'acheter moins cher que ce que ça vaut et de pouvoir transformer, retravailler, diviser, rénover pour que ça vale plus cher que ce qu'on l'a acheté et donc générer de la plus-value latente. Avec le schéma précédent que je vous ai tracé, vous avez compris quel est l'intérêt d'aller générer de l'actif, c'est-à-dire que la courbe rouge de la dette augmente moins fortement quand je vais faire un prêt que la courbe noire, puisque dans celle-ci, j'inclus non seulement le montant de mes loyers, mais aussi le montant de la plus-value latente que j'ai créé à l'intérieur de mon bien. Et oui, c'est vrai, il est possible de trouver un bien où il n'y a rien à faire, en dessous du prix du marché, où j'ai rien à faire dedans, je peux le revendre 6 mois plus tard et je génère 50 000 euros de plus-value sans avoir fait aucun travaux et même en mettant 0 euros de ma poche à l'intérieur du deal. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des mecs qui, à 300 mètres de distance avec un club de golf, arrivent à faire rentrer une balle de 42,67 mm dans un trou de 10,8 cm. C'est aussi vrai. Mais ça, les amis, c'est anecdotique. C'est peut-être 1% du marché immobilier. C'est ce qu'on appelle vraiment dans le métier un coup de bol, un coup de chance. Croyez-moi, des coups magiques comme celui-là, si tout le monde
monde pouvait en faire en claquant des doigts, tout le monde l'aurait déjà fait et depuis longtemps. Alors pour apporter de la valeur dans l'immobilier, vous pouvez le faire à deux niveaux. Niveau numéro 1, en recherchant plus efficacement et en trouvant des actifs déconnectés de leur valeur de marché. Vous arrivez à trouver un bien qui vaut sur le marché 100 000 euros et vous avez la possibilité, parce que divorce, parce que succession, parce que agent immobilier est mon ami, parce que le notaire m'a appelé en premier, bref, peu importe l'astuce de recherche que vous allez utiliser, vous arrivez à obtenir ce bien immobilier à un montant de 80 000 euros par exemple, ce qui veut dire que instantanément, vous avez acheté moins cher que ce que ça vaut sans avoir rien fait à l'intérieur, hormis être le premier à arriver sur le deal et à convaincre le vendeur. Le deuxième chemin qui s'offre à vous, un petit peu plus facile et reproductif, c'est d'aller bonifier les actifs que vous allez acheter. L'idée va être d'acheter quelque chose qui vaut 100, de faire des travaux à l'intérieur, de le diviser, de refaire les parties communes, de changer le locataire, d'augmenter le loyer. Tout ça va vous permettre d'avoir un bien qui, à la sortie de votre programme immobilier, c'est véritablement comme ça qu'on l'appelle dans le métier, le bien immobilier que vous avez acheté va valoir peut-être 120, 130, 140, 150 000 euros comparé à votre prix d'achat à 100 000 euros. Et ça représente une véritable expérience technique, relationnelle, stratégique en termes de montage d'opérations, en termes de connaissance de la fiscalité, en termes de gestion des travaux, bref, tous les segments sur lesquels vous pouvez travailler qui sont beaucoup plus mécaniques, qui relèvent beaucoup moins de la chance et c'est pour ça que ça me plaît beaucoup plus. Tout ça, ça demande du temps, des compétences que tout le monde peut acquérir et c'est la raison pour laquelle j'ai créé mon programme de coaching ImoLunch, qui est un accompagnement sur 6 mois pour vous aider à construire un deal immobilier rentable avec un coaching qui est individuel, des coachings de groupe, des sessions théoriques, des TP pratiques. On analyse des dossiers immobiliers pour voir comment est-ce qu'on fait pour aller chercher cette plus-value. Bref, c'est vraiment un accompagnement tout en un où vous avez une personne 24 heures sur 24 disponible pour vous, pour répondre à vos questions et où on va vous aider à trouver, à négocier, à lever le financement bancaire pour aller réaliser votre opération, à rénover le cas échéant et ensuite à mettre en location dans l'objectif de générer la meilleure rentabilité immobilière possible. Alors, on a de tout au sein du programme. On a des gens qui nous rejoignent pour être accompagnés dans l'achat d'un appartement locatif, quelque chose de classique. Certains dans un programme de division, acheter un grand T3, le diviser en 2 studios. Certains pour acheter un immeuble de rapport, certains pour acheter leur bureau professionnel, d'autres pour des locaux commerciaux, certains même pour travailler sur l'acquisition de terrains agricoles. Bref, les profils sont super variés. Si jamais le sujet vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo pour prendre un appel avec un de mes associés, vérifier qu'on a la possibilité de vous accompagner. L'idée, c'est pas du tout de vous vendre du rêve ou de vous faire croire qu'on peut faire alors qu'on peut pas faire. Et des fois, c'est vrai, on peut pas faire. Mais si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à candidater, c'est 100% gratuit. Je me ferai un plaisir de vous retrouver de l'autre côté. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos investissements. C'était Tim. Ciao.